Allons-y avec notre première capsule qui porte sur le bail. Comme d'habitude, nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa contribution financière qui a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Le plan pour cette capsule sur le bail, c'est de commencer par voir qu'est-ce qu'un bail. Ensuite, on va étudier les façons dont on peut modifier le bail et en particulier l'avis d'augmentation de loyer et de modification aux conditions du bail que peut nous envoyer notre propriétaire. Et en terminant, nous allons parler du formulaire obligatoire de bail du tribunal administratif du logement. Nous allons l'étudier section par section. Comme pour chacune des capsules, j'ouvre une parenthèse. Le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020. On l'appelle aussi parfois le TAL, le TAL. Fin de la parenthèse. Pour commencer, qu'est-ce qu'un bail? C'est un contrat qui lie les deux parties qui se sont entendues, c'est-à-dire d'un côté le ou les propriétaires et de l'autre côté le ou les locataires. Ce contrat-là, ce bail va prévoir des engagements et aussi il créera des droits et des obligations des deux côtés. On en parle un peu plus en long et en large dans la troisième capsule, vieillir dans son logement. Aussitôt qu'on a signé un bail, notre responsabilité est engagée. On ne peut plus changer d'avis. Il y a un mythe qui dit qu'on est 10 jours après la signature du bail pour revenir sur notre décision et annuler le bail. C'est faux. Aussitôt qu'on a signé un bail, notre responsabilité est engagée pour toute la durée du bail jusqu'à son terme. Un bail peut être écrit, mais il peut également être verbal. Un bail verbal, ça voudrait dire que c'est un bail qui n'a rien d'écrit, qui n'a rien sur papier et qui n'a pas été signé par les parties, c'est-à-dire les propriétaires et les locataires. On s'est tout simplement entendu verbalement. Un bail verbal va créer les mêmes droits et obligations, autant pour les propriétaires que pour les locataires, que pour un bail écrit. Et il va avoir également les mêmes conséquences légales. C'est donc très important que les locataires qui ont un bail verbal comprennent bien qu'ils et elles ont des droits, en fait les mêmes droits que tous les autres locataires. Par contre, vous connaissez sans doute l'adage « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Pour prouver les conditions du bail, surtout s'il y a mésentente ou conflit entre le propriétaire et les locataires, c'est toujours plus simple de prouver quelles étaient les conditions du bail lorsqu'elles sont écrites. Le bail écrit pourra être écrit sur n'importe quel document, mais c'est toujours mieux de se servir du formulaire du tribunal administratif du logement qui est appelé le formulaire obligatoire de bail. Malgré son nom, il n'est pas tout à fait obligatoire puisque, comme je viens tout juste de le dire, on peut très bien avoir un bail verbal qui va avoir les mêmes conséquences légales qu'un bail écrit. Mais c'est mieux de se servir du formulaire obligatoire puisque c'est un long formulaire qui contient plusieurs sections qui vont couvrir la plupart des conditions dans lesquelles il faut s'entendre pour la location du logement. Par exemple, est-ce que j'ai accès à un stationnement et si oui, à quel endroit? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des animaux? Est-ce que j'ai accès à la cour? Est-ce que c'est moi qui est responsable du déneigement ou mon propriétaire? Est-ce qu'il y a des colocataires? Etc., etc. Donc, le formulaire obligatoire fait pas mal le tour de la question et on va le voir plus en détail à la fin de cette capsule. Le formulaire obligatoire pourrait également être accompagné d'un règlement d'immeuble en annexe. Premièrement, le règlement d'immeuble, c'est un peu drôle, mais il est mal nommé, puisque pour un même immeuble, différents logements pourraient avoir différents règlements. Donc, vous pourriez tout à fait, dans un même immeuble, avoir des locataires qui ont le droit d'avoir des animaux, alors que d'autres locataires n'y ont pas droit. Avant de signer un bail, s'il est accompagné d'un règlement d'immeuble, c'est très important de l'avoir lu, puisqu'une fois qu'on a signé le bail, on est réputé avoir pris connaissance du règlement d'immeuble et avoir accepté ses clauses. Par contre, même si on a bien lu le règlement d'immeuble et qu'on a signé le bail en toute connaissance de cause, s'il y a certaines règles, s'il y a certaines clauses dans le règlement d'immeuble qui sont abusives ou illégales, celles-ci vont tomber, seront invalidées une fois qu'on les aura dénoncées à notre propriétaire, donc une fois qu'on l'aura avisé que ces clauses ou ces règles sont abusives ou illégales. Donc, c'est très important de comprendre que même en signant un bail, même en signant un règlement d'immeuble, un ou une locataire ne peut pas renoncer à ses droits.
Par exemple, si le règlement d'immeuble prétend qu'à la fin du bail, ce sera au propriétaire de décider si celui-ci va se renouveler ou non, bien sachez que cette clause est illégale, elle n'est pas conforme avec la loi. Donc, aussitôt que vous en ferez part à votre propriétaire, cette clause tombera et c'est la loi qui s'appliquera. La loi voulant que ce soit les locataires qui décident de renouveler ou de ne pas renouveler un bail. Pour plus de détails sur la fin du bail, vous pouvez visionner notre 5e capsule. Enfin, le bail peut prévoir les services et leurs coûts s'il y a lieu. C'est d'autant plus vrai dans les résidences pour aînés, dans les RPA, où les locataires ont en général accès à différents services comme des services de repas, des services d'entretien ménager, des services d'aide à domicile, de santé, etc., etc. Dans le cas d'une RPA, c'est l'annexe 6 qui va accompagner le formulaire obligatoire qui va détailler quels sont les services dont va se prévaloir le ou la locataire, combien ils coûtent et aussi comment on peut les payer. Attention, il faut être prudente. Différents services peuvent être payés de différentes façons. Ils peuvent avoir également, naturellement, différents coûts. C'est très important de bien comprendre tous ces aspects avant de signer un bail. Comment peut-on donc modifier le bail puisqu'on l'a vu, le bail est un contrat, on ne peut pas donc le modifier n'importe quand, n'importe comment. Ben, en tout moment, on pourrait s'entendre à l'amiable avec notre propriétaire pour changer certains aspects du bail. Si on réussit à s'entendre avec notre propriétaire, il faut que cette entente soit écrite et signée et qu'on en fasse 2 copies, c'est-à-dire une copie pour le propriétaire et une copie que nous allons garder. Rien n'oblige notre propriétaire à accepter une entente à l'amiable qui modifierait certaines des conditions du bail. Et de même, rien n'oblige les locataires à accepter une entente qui modifierait les conditions du bail. Si jamais vous vous sentez forcé ou obligé d'accepter une entente, refusez de la signer et exigez d'avoir quelques jours pour y réfléchir. La façon la plus courante dont le bail est modifié est l'avis du propriétaire, qu'on appelle l'avis d'augmentation de loyer et de changement aux conditions du bail. Lorsque vous recevez un tel avis, vous avez 30 jours pour y répondre. Il y a 3 réponses possibles. La première, c'est d'accepter. La deuxième, c'est d'aviser notre propriétaire qu'on ne renouvellera pas notre bail et qu'on déménagera à son terme. Et la troisième réponse possible, c'est de refuser les modifications proposées tout en demeurant dans notre logement. Et oui, les locataires peuvent refuser une augmentation de loyer. Nous allons voir le tout plus en détail à la prochaine diapositive. Sachez qu'on ne peut pas modifier unilatéralement un bail. Une modification unilatérale, ça voudrait dire qu'une seule des parties décide de modifier le bail sans consulter l'autre. Par exemple, les locataires ont envie d'avoir des animaux alors que le bail l'interdit, ben il et elle décident d'en avoir tout de même. Et enfin, qu'arrive-t-il en cas de perte de service ou de droit, c'est-à-dire lorsque les conditions initiales du bail ne sont plus respectées? Par exemple, il y a dans mon immeuble un service d'ascenseur. L'ascenseur est défectueux et mon propriétaire n'entend pas le réparer, donc dorénavant, il n'y aura plus de service d'ascenseur. On peut imaginer que puisqu'il y avait la présence d'un ascenseur, ben, le loyer était un peu plus élevé que pour un logement comparable où il n'y a pas d'ascenseur. Comment donc faire en sorte que le loyer, dorénavant, reflète la situation, à savoir qu'il n'y a plus de service d'ascenseur? Ben, il y a 2 façons pour les locataires pour obtenir un loyer qui va représenter la nouvelle situation. Premièrement, on pourrait essayer de s'entendre avec notre propriétaire en lui expliquant que la perte de service induit naturellement une diminution de loyer. Si le locataire se montre ouvert et est d'accord, il faut une entente écrite et signée avec lui et il en faut 2 copies, une pour les locataires, une pour le propriétaire. Si le propriétaire refuse cette diminution de loyer, il faudra dès lors aller au tribunal administratif du logement. Et il faudra expliquer au tribunal que le loyer ne reflète plus la situation actuelle puisque nous avons perdu le service d'un ascenseur. Si jamais le tribunal se rend à nos arguments et est d'accord avec nous, ben il rendra un jugement dans lequel il ordonnera au propriétaire de diminuer le loyer.
Par contre, entre-temps, c'est-à-dire avant qu'on se soit entendu avec notre propriétaire ou avant que le tribunal ait rendu un jugement, il faut continuer à payer notre loyer au complet tel que prévu au bail sans faute. Je vais aussi en profiter pour dire que si jamais une des parties ne respecte pas ses obligations, ben ça ne permet pas à l'autre de ne pas les respecter non plus. Par exemple, mon propriétaire s'est engagé dans le bail à s'occuper du déneigement. S'il cesse de le faire, je ne peux pas de mon côté annuler une autre clause du bail ou décider de retenir une partie du loyer. Je dois demeurer un locataire ou une locataire exemplaire qui respecte l'ensemble de mes obligations. Et si jamais mon propriétaire, lui, ne respecte pas les siennes, ben c'est au tribunal administratif du logement que je dois m'adresser pour régler la situation. Parlons maintenant un peu plus en détail de la question des augmentations de loyer. On l'a vu, le loyer sera augmenté lorsque votre propriétaire va vous envoyer un avis d'augmentation de loyer et de modification aux conditions du bail. Votre propriétaire ne peut vous envoyer cet avis qu'une seule fois par période de 12 mois. Et si vous avez un bail de plus de 12 mois, votre propriétaire ne pourra vous envoyer cet avis que lorsque ce bail sera arrivé à échéance et qu'il sera question de le renouveler. De plus, votre propriétaire doit vous envoyer cet avis en respectant certains délais. En fait, dépendamment de la durée de votre bail et de la date à laquelle il se termine, bien, votre propriétaire va devoir vous envoyer son avis à telle ou telle date. Par exemple, pour un bail du 1er juillet au 30 juin, et c'est le bail qu'on connaît le plus au Québec, bien, votre propriétaire va devoir vous envoyer son avis entre le 1er janvier et le 31 mars. Après, il sera trop tard pour augmenter le loyer lors du renouvellement du bail. Pour connaître le délai qui vous concerne selon la durée de votre bail et la date à laquelle il se termine, vous pouvez consulter notre site Internet et si vous êtes locataire dans la région de la Naudière, vous pouvez nous appeler. Sinon, si vous êtes à l'extérieur de la région, contactez le comité logement le plus près de chez vous. Lorsque vous recevez un avis d'augmentation de loyer, on l'a vu, vous avez 30 jours pour y répondre. Si vous n'y répondez pas au bout de 30 jours, cela revient à accepter les conditions qui sont dans l'avis, même si elles vous semblent tout à fait déraisonnables. C'est donc très important de répondre rapidement. Rappelez-vous, il y a 3 réponses possibles. Évidemment, on peut accepter, on peut refuser tout en avisant notre propriétaire qu'on ne renouvellera pas le bail et qu'on déménagera à son terme. Et enfin, la 3e réponse possible, c'est de refuser la hausse de loyer ou les changements, les modifications aux conditions du bail, tout en demeurant dans notre logement. Sur quelle base peut-on refuser une augmentation de loyer? Bien, c'est parce qu'au Québec, les augmentations de loyer sont encadrées par des critères légaux. Les critères sont la formule, disons, pour bien calculer exactement une augmentation de loyer peut être plutôt complexe et demande plusieurs informations. Par contre, en tant que comité logement, nous pouvons vous aider à faire une estimation d'une augmentation de loyer raisonnable dans votre cas. Pour y arriver, nous avons besoin essentiellement de 3 informations. Premièrement, nous avons besoin des indices du tribunal administratif du logement. À chaque année, au mois de janvier, le tribunal publie ses indices de hausse minimale pour les logements au Québec. Il va publier un indice pour un logement chauffé, un indice pour les logements qui ne sont pas chauffés, un logement chauffé au gaz, au mazout, etc. Il faut donc prendre l'indice qui correspond à votre type de logement. Je l'ai dit, cet indice-là, c'est la hausse de base puisqu'il représente la hausse des frais moyennes pour les propriétaires au Québec. Il faut y ajouter la hausse des taxes municipales et scolaires. Enfin, il faut également y ajouter des travaux qui auraient été apportés dans votre logement ou à l'immeuble. Et avec toutes ces informations, nous pouvons estimer quel serait un loyer ou une hausse de loyer raisonnable dans votre situation. Qu'arrive-t-il maintenant si les locataires décident de refuser la hausse de loyer tout en demeurant dans leur logement? Eh bien, à ce moment-là, le propriétaire devra faire une demande au tribunal administratif du logement, une demande en fixation de loyer. Et dans le cadre d'une fixation de loyer, le tribunal va être appelé à calculer très exactement quelle devrait être la hausse de loyer selon les critères légaux. Une fois que le tribunal aura pris sa décision,
les propriétaires et les locataires devront vivre avec. Donc, si le tribunal décide d'augmenter le loyer de 20 de 30 ou encore même de 50 par mois, les locataires n'auront pas le choix d'accepter cette hausse. C'est donc dire que refuser une hausse de loyer, c'est un couteau à double tranchant. On pourrait refuser une hausse de 15 par mois, alors que le tribunal pourrait finir par calculer que la hausse légale serait de 25 par mois. C'est pourquoi c'est très important de faire une estimation de la hausse de loyer avant de la refuser. Malgré tout ce que je viens de vous dire, il existe une exception, une situation dans laquelle les locataires ne peuvent pas refuser une hausse de loyer. C'est lorsque le bail a été écrit avec le formulaire obligatoire de bail et que la section F y est remplie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la section F? Elle nous dit si l'immeuble dans lequel se situe notre logement est une construction de moins de 5 ans ou si notre logement sert une vocation résidentielle depuis moins de 5 ans. Ça voudrait dire qu'avant, par exemple, mon logement, c'était un local commercial, un bureau ou peu importe. Et lorsque c'est le cas et que c'est indiqué clairement dans la section F, les locataires n'ont que deux réponses à offrir à un avis d'augmentation de loyer et de modification aux conditions du bail. Soit ils et elles acceptent, soit ils et elles refusent l'augmentation de loyer ou les modifications, mais doivent dès lors déménager. Après 5 ans, donc une fois que l'immeuble a plus de 5 ans ou que le logement sert des fins résidentielles depuis plus de 5 ans, bien cette exception tombe et on revient à la situation normale, c'est-à-dire que les locataires peuvent refuser une augmentation de loyer tout en demeurant dans leur logement. C'est donc très important d'être prudente. Si vous louez un logement qui est dans un immeuble neuf ou un logement qui a une vocation résidentielle depuis moins de 5 ans, vous devriez normalement calculer votre budget de façon à être en mesure d'assumer une hausse de loyer quand même salée. Par exemple, si vous louez un logement dont la section F est remplie et que le loyer est de 900 prévoyez de l'espace dans votre budget pour être prêt ou prête éventuellement à payer un loyer de plusieurs centaines de dollars de plus. Si vous n'avez pas cet espace libre dans votre budget et que votre propriétaire vous demande une augmentation de loyer de plusieurs centaines de dollars par mois, vous serez forcé de déménager ou de faire des coupes drastiques dans votre budget. En terminant la section sur les augmentations de loyer, il faut glisser un mot à propos de la section G du formulaire obligatoire de bail. Dans la section G, le propriétaire est censé nous indiquer quel était le loyer payé par les locataires précédents. C'est très important de savoir qu'en principe, la hausse de loyer entre deux locataires devrait respecter les critères légaux. Ça ne devrait pas, sauf exception, être une hausse de 100 ou 200 dollars par mois ou plus. Ceci dit, il faut prendre en compte aussi différents facteurs qui peuvent faire en sorte que la hausse de loyer peut être un peu plus élevée que ce que prévoient les critères. Par exemple, en RPA, en résidence pour aînés, il faut distinguer le loyer qui est payé par les locataires pour louer le logement et le montant d'argent qu'ils et elles paient à chaque mois pour avoir accès à des services. C'est normal que lorsqu'il y a un changement de locataire, le coût des services ne soit pas les mêmes si les locataires bénéficient de services différents. De plus, il faut évaluer les éventuelles modifications qui ont été apportées aux conditions du bail. Par exemple, les nouvelles locataires pourraient avoir accès à un stationnement supplémentaire ou à un stationnement souterrain, ce qui expliquerait une hausse de loyer, ou le nouveau bail pourrait inclure le chauffage dans le loyer, alors qu'auparavant, il ne l'était pas. En gardant tout ce que je viens de dire à l'esprit, maintenant, si on constate que la hausse de loyer entre les locataires précédents et précédentes et nous est trop élevée, il y a 3 cas de figure pour contester cette hausse de loyer. Premièrement, si notre propriétaire a bel et bien rempli la section G et qu'il y a indiqué l'ancien loyer exact payé par les locataires précédents, on a 10 jours après la signature du bail pour faire une demande au tribunal administratif du logement et lui demander de ramener le loyer à un niveau qui respecterait les critères de hausse. Si notre propriétaire n'a pas rempli la section G, qu'il n'y a aucune information, donc on n'a aucune idée de l'ancien loyer payé par les locataires précédents et précédentes, on a 2 mois
pour demander au tribunal administratif du logement de déterminer quel serait un loyer raisonnable. Dernier cas de figure, si la section G contient une fausse information, une fausse déclaration. Ça voudrait dire que dans la section G, notre propriétaire prétend que l'ancien loyer était de 800 $ par mois alors qu'il était de 500 $ par mois. Bien, lorsqu'on apprend la vérité, lorsqu'on apprend quel était exactement l'ancien loyer payé par les locataires qui nous précédaient, bien, on a, à partir de ce moment-là, 2 mois pour faire une demande au tribunal administratif du logement pour lui demander de ramener le loyer à un niveau qui respecterait les critères de hausse de loyer. Pour terminer cette capsule, nous allons donc voir section par section le formulaire obligatoire de bail du tribunal administratif du logement. C'est un outil très important et très utile pour les locataires puisque à peu près tout y est. Toutes les conditions dans lesquelles nous allons louer notre logement y sont prévues. On retrouve également dans le formulaire obligatoire des explications ou de la vulgarisation par rapport à la loi. Vous allez le voir, dans chaque section ou dans la plupart des sections, à la droite, on peut voir un encadré grisâtre qui nous explique les tenants et aboutissants de ce qui est prévu dans cette section et ce que nous dit la loi à ce sujet. Aussi, on retrouve dans le formulaire obligatoire les différents délais dans lesquels les propriétaires et les locataires peuvent communiquer ensemble. Par exemple, lorsque le propriétaire veut faire une reprise de logement ou dans quel délai il peut envoyer au locataire un avis d'augmentation de loyer et de modification aux conditions du bail. Et à ce sujet, on trouve aussi des modèles d'avis. Par exemple, de quoi un avis d'augmentation de loyer devrait avoir l'air. Bien, ça, le formulaire obligatoire de bail nous le dit. Allons-y donc avec l'étude du formulaire obligatoire de bail, section par section. Le formulaire de bail est divisé en sections, chacune identifiée par une lettre. Nous commençons bien sûr avec la section A qui identifie les parties au bail, c'est-à-dire d'un côté, le locataire, qu'on appelle généralement le propriétaire, de l'autre côté, le ou les locataires. S'il y a plusieurs locataires, c'est important que tous les noms soient mentionnés dans le bail. Aussi, c'est très important de bien identifier les coordonnées du ou des proprios. Si jamais on entame des démarches au tribunal administratif du logement, on en aura besoin. La section B nous indique plusieurs conditions importantes pour la location de notre logement, notamment l'accès au stationnement, à un espace de rangement ou encore si des meubles et des électroménagers sont fournis. Passons maintenant à la section C, qui nous indique la durée du bail et la date à laquelle il se termine. Ces informations sont très importantes, car elles nous permettent de savoir quand est la période de renouvellement du bail, quand notre propriétaire peut nous aviser de son intention de reprendre notre logement, etc. On se sert de la colonne de gauche si le bail est à durée fixe. On indique sa durée exacte, par exemple 12 mois, et ses dates de début et de fin. Lorsque le bail arrive à son terme, il se renouvelle automatiquement pour la durée indiquée. On se sert de la colonne de droite pour un bail à durée indéterminée. Celui-ci ne peut pas non plus se terminer n'importe quand, n'importe comment. Des délais particuliers s'appliquent à un bail à durée indéterminée concernant sa période de renouvellement et autres. La section D est centrale, puisqu'elle est à propos du loyer. Les informations qu'elle contient sont très importantes puisqu'elle prévoit les modalités de paiement du loyer. On doit les respecter à la lettre pour chaque paiement. D'ailleurs, vous avez le droit d'exiger un reçu de votre proprio, c'est-à-dire une preuve de paiement lorsque vous payez le loyer. J'attire votre attention sur la droite, où on retrouve un encadré gris. Celui-ci nous donne des informations légales concernant le paiement du loyer et nous indique quels articles du Code civil du Québec concernent le loyer. Si on a des questions de nature légale, le contenu des encadrés gris est un bon point de départ pour y répondre. La section E est plutôt longue. Tout d'abord, si un règlement d'immeuble accompagne le formulaire, ce sera indiqué dans cette section. Rappelez-vous, vous devez lire et comprendre le règlement d'immeuble avant de signer le bail. Si votre propriétaire s'engage à faire des travaux avant ou après votre déménagement, il doit l'écrire ici. Ne vous fiez pas à de simples promesses verbales
et exiger que chaque engagement soit bel et bien écrit dans le formulaire. La section E nous indique aussi si nous bénéficions des services d'un concierge. La sous-section concernant les services, taxes et coûts de consommation est essentielle. Elle nous dit qui s'occupe de l'électricité, du chauffage, du déneigement et compagnie. La partie responsable de l'un ou l'autre de ces aspects le sera jusqu'à la fin du bail. Je termine en soulignant que la section E prévoit une règle très importante, à savoir si on a le droit d'avoir des animaux ou pas. Voici les sections F et G, dont nous avons déjà parlé. La section F nous indique si l'immeuble est une construction de moins de 5 ans ou si le logement sert des fins résidentielles depuis moins de 5 ans, alors que la section G nous indique le loyer payé par les locataires avant nous. On retrouve à nouveau, à droite, un encadré gris qui nous résume la loi. La section H contient les signatures des parties. Tous les locataires et tous les propriétaires, s'il y a lieu, doivent signer le bail. On n'est pas partie au bail si on ne le signe pas. Enfin, remplissez la section I si les locataires sont mariés ou unis civilement, ce qui aura des incidences sur vos droits à sous-louer le logement, céder votre bail ou y mettre fin. Merci d'avoir visionné cette première capsule sur le bail. Si vous êtes locataire dans la région de la Naudière et que vous avez des questions ou que vous avez besoin d'aide dans la défense de vos droits, n'hésitez pas à nous contacter en vous servant des coordonnées affichées à l'écran. Vous pouvez aussi visiter notre site internet qui contient une foule d'informations sur la loi et sur vos droits. Bonne chance!